Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des principes généraux de l'intervention de remplacement valvulaire aortique. Nous allons parler principalement de deux sous-chapitres. Le premier sous-chapitre va porter sur la voie d'abord et le deuxième va porter sur la circulation extracorporelle, c'est-à-dire l'installation de la circulation extracorporelle. Tout d'abord, commençons par la voie d'abord. Pour la voie d'abord, le champ opératoire doit comporter l'ensemble du thorax, de la base du cou jusqu'à l'ombilic. Il doit être élargi au triangle de Scarpa afin de permettre l'accès à l'artère fémorale ou à l'ensemble des membres inférieurs en cas de réintervention ou de pontage coronaire associé. La voie d'abord consiste en une sternotomie médiane verticale. Après ouverture verticale et suspension éventuelle du péricarde, l'exploration constitue un préalable important et indispensable pouvant conditionner la stratégie de l'intervention. Entraîner des modifications des sites de cannulation ou de l'aortotomie en cas de plaques calcifiées importantes de l'aorte ascendante ou du kilo aortique. L'on précise également l'hypertrophie ou une éventuelle dilatation du ventricule gauche, l'existence de plaques athéromateuses sur les réseaux coronariens, une atteinte éventuelle de l'aorte ascendante. Ici, je vais parler de dilatation ou un amincissement qui pourrait imposer un geste complémentaire à ce niveau, toutes données déjà analysées dans le bilan préopératoire du patient. Ensuite, voyons comment se passe l'installation de la circulation extracorporelle. La circulation extracorporelle, appelée CEC, est conduite en hémodilution avec maintien de l'hématocrite au-dessus de 25% en adoptant une attitude restrictive vis-à-vis des transfusions globulaires. État général du patient, hématocrite inférieur à 20% pendant et au cours et au décours de la CEC. Dans ce chapitre d'installation de la circulation extracorporelle, nous allons successivement parler de l'héparisation par voie générale, de l'installation proprement dite de la circulation extracorporelle, du clampage aortique et de la protection myocardique, de la surveillance de l'efficacité cardioplégique, de la décharge du cœur gauche et de l'interruption de la circulation extracorporelle. Tout d'abord, voyons l'héparisation par voie générale. L'héparine est injectée par l'anesthésiste sur le cathéter veineux central pendant la confection des bourses aortiques à la dose initiale de 300 unités internationales par kilo chez l'adulte. Un délai de 3 minutes étant requis pour la diffusion générale. L'anticoagulation obtenue est vérifiée sur l'ACT, mesurée par l'hémochrome. Au cours de la CEC, l'anticoagulation est suivie par la mesure de l'ACT toutes les 20 minutes avec réinjection d'héparine si ce dernier est inférieur à 400 secondes. Une dose de 5000 unités internationales ou adaptée à l'ACT. En fin d'intervention, après arrêt de la CEC et ablation des canules, l'héparine est neutralisée par l'injection intraveineuse lente de sulfate de protamine à demi-dose, ce qui diminue le
retentissement hémodynamique de l'injection secondaire à la libération d'histamine par le poumon faisant suite à l'injection par voie centrale. Ce protocole laisse persister une héparénémie résiduelle, ACT compris entre 120 et 150 secondes. En fonction du saignement post-opératoire et des résultats des examens de l'hémostase, une réinjection de protamine peut s'avérer nécessaire dans les heures suivant la chirurgie. Voyons comment on doit installer la circulation extracorporelle. La CEC est établie entre l'aorte ascendante et l'oreillette droite par une monocanule veineuse atriocave. La cannulation aortique est effectuée un peu au-dessous du tronc artériel brachiocéphalique à la face ventrale de l'aorte ascendante haute au travers d'une double bourse effectuée au fil tressé 4-0 aiguille 3/8 de 17 mm. Prenant l'adventice mais s'appuyant aussi sur les couches superficielles de la média. Elle est introduite après ponction au bistouri poignant de l'aorte, sans clampage latéral, puis solidement fixée sur 2 tirettes. Après raccordement de la ligne artérielle, il peut être procédé au remplissage de l'opéré si la tension artérielle le nécessite. La canule veineuse atriocave est introduite à travers une bourse effectuée sur la paroi latérale de l'oreillette droite, juste à la base de l'auricule droit. Fil tressé non résorbable 3/0 aiguille de 22 mm et descendu de façon atraumatique jusque dans la veine cave inférieure après franchissement de la valvule d'Eustache. Une double cannulation des veines caves avec mise en place de lacs est parfois justifiée, notamment en cas de chirurgie mitrale associée ou de gestes associés sur les cavités droites. Voyons comment se passe le clampage aortique et la protection myocardique. Dans ce chapitre, il y a 2 types de variantes. La variante numéro 1, normothermie et cardioplégie hyperpotassique chaude. La CEC est conduite en normothermie à 37 degrés Celsius. Durant le temps de clampage aortique, la protection myocardique est assurée par une cardioplégie discontinue au sang chaud. Le mode d'injection habituel est antérograde par ponction directe de l'aorte ascendante à sa face ventrale, sur une zone où passera l'aortotomie ou sur le site qui servira de purge. Injection de sang chaud artérialisé à la sortie coronaire de l'oxygénateur, auquel on ajoute une charge de potassium et magnésium. La vitesse d'injection est égale au débit coronaire théorique, surface corporelle multipliée par 150 ml par minute, et la durée d'injection est de 3 minutes. Au total, la quantité de potassium injectée est comprise en moyenne entre 1,3 et 1,8 g. Les réinjections suivantes s'effectuent sur 2 minutes, toujours au débit coronaire théorique, la dose de potassium étant diminuée de moitié. Les réinjections sont réalisées par perfusion directe intracoronaire après cannulation sélective des ostias.
toutes les 20 à 30 minutes, ou plutôt en cas de reprise d'une activité cardiaque. En cas d'insuffisance aortique importante et significative, deux solutions, soit injection antérograde rapidement complétée par une perfusion directe intracoronaire après cannulation sélective des ostias, effectuée immédiatement après l'aortotomie, soit injection par voie rétrograde après cannulation du sinus coronaire. L'injection réalisée sous faible pression présente l'avantage de pouvoir être poursuivie pendant que l'on procède au remplacement valvulaire. La variante numéro 2, l'hypothermie modérée et cardioplégie froide au cristalloïde. La CEC peut aussi être conduite en hypothermie modérée à 32 degrés Celsius, température nasopharyngée. Durant le temps de clampage aortique, la protection myocardique est assurée par l'injection d'un soluté cardioplégique de Saint Thomas de composition extracellulaire. Il peut être associé à la mise en place de glaces pilées dans le péricarde autour du cœur en prenant garde à protéger les nerfs phréniques. Le mode d'injection habituel est antérograde par ponction directe de l'aorte ascendante à sa face ventrale avec un débit de 500 ml par minute, pression intra-aortique de 40 à 50 mm de mercure. En cas d'insuffisance aortique importante et significative, l'injection antérograde sera rapidement complétée par une perfusion directe intracoronaire après cannulation sélective des ostias, effectuée directement après l'aortotomie. L'injection antérograde dans un premier temps de 2000 à 4000 ml de soluté cardioplégique permet d'obtenir un arrêt de battement cardiaque pendant quelques minutes et de faciliter le premier temps de l'intervention. En cas de remplacement valvulaire aortique isolé, une seule injection de 200 ml à 1 litre de solution de Saint Thomas est habituellement suffisante pour assurer une protection myocardique efficace pendant le temps de remplacement valvulaire. En cas de clampage aortique prolongé supérieur à 45 minutes ou de doute sur la qualité de la protection myocardique, l'on n'hésitera pas à procéder à une réinjection directement dans les ostias coronaires. Comment se passe la surveillance de l'efficacité cardioplégique? Une cardioplégie efficace doit supprimer rapidement toute activité mécanique et électrique. Toute suspicion de reprise d'activité doit conduire à vérifier la qualité du retour veineux qui peut entraîner l'échauffement inadéquat du cœur par une rétroperfusion coronaire et à effectuer une nouvelle injection de cardioplégie. Voyons comment se fait la décharge du cœur gauche. La décharge du cœur gauche, la décharge des cavités gauches peut être réalisée essentiellement par deux voies, soit à travers l'orifice aortique lui-même, soit par l'oreillette gauche. Tout d'abord, voyons par voie aortique. Par voie aortique, la canule d'aspiration est mise en place à travers l'orifice aortique lui-même dès la réalisation de l'aortotomie
et retiré après mise en place de la prothèse, ce qui autorise le remplissage du cœur pendant la suture de l'aortotomie. C'est la solution la plus simple et qui, dans la majorité des cas, assure une bonne décharge. Ensuite, voyons la décharge par voie atriale. La décharge atriale gauche est introduite au travers d'un point en U placé dans l'oreillette gauche au niveau du sillon de Sondergaard, à l'implantation de la veine pulmonaire supérieure droite. La sonde peut ensuite être conduite dans le ventricule gauche à travers la valve mitrale si nécessaire. Le point passé en attente peut être assujetti sur une tirette élastique. Voyons comment on procède au dépôt de la CEC ou à l'interruption de la circulation extracorporelle. Le redémarrage peut se faire en rythme sinusal, d'abord lent, accélérant progressivement. Les troubles de la conduction atrioventriculaire sont fréquents, bien que la plupart du temps transitoires, mais pouvant nécessiter une stimulation électrique. L'insertion d'électrodes épicardiques temporaires sur le ventricule droit est systématique. Les électrodes atriales sont ajoutées si l'on souhaite une stimulation en séquentiel. Plusieurs transfusions par la cannulation aortique peuvent s'avérer nécessaires de façon à obtenir le nouvel équilibre hémodynamique. Une fois la situation considérée comme stable, les différentes canules sont retirées et la neutralisation de l'héparine par la protamine effectuée. La quantité de sang restant dans le circuit de CEC est ensuite récupérée dans le système d'aspiration lavage-transfusion, permettant la confection d'une ou plusieurs poches stériles de sang à haut degré d'hématocrite qui seront ensuite retransfusées au patient. C'est tout pour cette vidéo portant sur les principes généraux de l'intervention de remplacement valvulaire aortique. Merci de votre aimable attention.